Bonjour à tous, très heureuse d'être parmi vous cet après-midi pour une nouvelle table ronde d'ESGECO avec un programme prometteur pour l'heure et demie que nous allons passer ensemble puisqu'il s'agit de réfléchir au bien-être. Alors pour une fois que l'économie nous propose autre chose que travailler, être performant ou compétitif, ne boudons pas notre plaisir, vous noterez qu'il ne s'agit quand même que du bien-être, le bonheur reste du domaine des philosophes. Alors, qu'est-ce que le bien-être? Le premier emploi relevé de cette expression se trouve, j'ai regardé, dans un texte de 1555, sous la plume d'Étienne Pasquier, un humaniste et juriste qui parle d'une sensation agréable procurée par la satisfaction des besoins du corps et ceux de l'esprit. Donc, on remarque déjà que le bien-être ne se limite pas à un confort matériel, que la satisfaction des besoins de l'esprit compte aussi, et nous verrons l'importance des relations sociales dans les mesures du bien-être. Gardons en tête un état de confort matériel qui dépasse le simple nécessaire et qui laisse l'esprit libre de la préoccupation continuelle, de la subsistance, vaquer à satisfaire ses propres besoins. Donc jusque-là, tout est simple. L'économie qui aime nous enrichir peut sans difficulté se donner pour objectif une prospérité collective qui nous délivrerait du souci matériel. Et nous voilà renvoyés aux prémices. Une bonne croissance fournit largement nourriture, santé, logement, loisirs. Vive le PIB, restons-en là. Mais, car évidemment il y a un mais, la croissance actuelle des pays avancés ne semble plus suffire à assurer le bien-être collectif de ces sociétés. On vit un moment peut-être historique, les intervenants nous le diront, où l'enrichissement ne suffit pas à garantir leur bien-être. Donc il est peut-être temps de passer à des indicateurs de qualité après les indicateurs de quantité, et c'est peut-être cela l'économie du bien-être. Alors, ce n'est pas si simple. D'abord, à quel moment considère-t-on que, ça y est, la satisfaction de nos besoins et désirs est suffisante, le bien-être est atteint? On a un premier problème, donc celui de l'évaluation et de la mesure du bien-être individuel. Ensuite, on a un second problème. Dans quelle mesure la capacité à rapporter ces évaluations individuelles à des phénomènes communs? Comment on fait pour rapporter donc, ces phénomènes individuels à des phénomènes communs? Quelles politiques publiques ont un impact sur le sentiment individuel et subjectif de bien-être? Enfin, une dernière difficulté, dans quelle mesure le bien commun, le bien-être commun, équivaut à la somme des bien-être individuels, et même la maximisation de nos satisfactions ne risque-t-elle pas de mettre en péril les communs? Alors voilà les contours de la discussion de cet après-midi qui rassemble 4 spécialistes, 4 économistes. À ma droite, Florence Janicatrice, professeure à l'Université de Lille. Au bout de cette table, Jean-Marc Germain, conseiller du directeur général à l'INSEE. Mathieu Perrona, directeur exécutif de l'Observatoire du bien-être au CEPREMAP. Et enfin, Fabrice Murtin, du Centre pour le bien-être, l'inclusion, la soutenabilité et l'égalité des chances de l'OCDE, auquel je cède tout de suite la parole. Merci Marguerite, bonjour à toutes et à tous. Est-ce que mes slides peuvent être mis sur l'écran? Alors, je commence avec une question très très simple. Qu'est-ce que le bien-être et comment le mesure-t-on? Les travaux fondateurs sur cette question sont ceux de la commission Stiglitz-Senft-Fitoussi au début des années 2000, qui a défini le bien-être comme l'ensemble des résultats sur un ensemble de dimensions qui comptent pour la vie des gens. Alors, ces dimensions essentielles, ce sont par exemple le revenu, le travail et la qualité de l'emploi, le logement, la santé, l'éducation et les compétences, la qualité de l'environnement, la sécurité personnelle, l'équilibre vie professionnelle et vie privée, les liens sociaux et l'engagement civique, auquel se rajoute un indicateur un peu spécifique, car de nature très subjective, le bien-être subjectif dont on va parler un peu plus tard dans ma présentation et celle de mes collègues. Les types d'indicateurs qui sont utilisés pour mesurer les performances s'attachent à capturer à la fois la moyenne des performances dans la population, mais aussi les inégalités entre groupes et les inégalités entre les personnes qui ont les meilleurs résultats et celles qui ont les moins mauvais. Les indicateurs de pauvreté ou de privation sont aussi recensés.
Donc ces ensembles d'indicateurs, en fait, documentent le bien-être de la population actuelle, et on s'attache également à l'OCDE à proposer des indicateurs qui sont plus pertinents pour mesurer le bien-être des populations futures, puisqu'ils mesurent les investissements dans 4 types de capital essentiel: le capital naturel, économique, humain et le capital social. Je vous invite à consulter ces ouvrages « Comment vont la vie » si vous êtes intéressé plus spécifiquement sur certains indicateurs. Ils sont publiés tous les 2 ans et ils regroupent l'ensemble des informations statistiques disponibles. Un point, ce cadre de mesure de l'OCDE, hérité des travaux de la commission Stiglitz, a fait florès dans le monde, puisqu'il a été repris, je dirais en grande partie à l'identique, par un très grand nombre de pays. Aujourd'hui, plus de la moitié des pays de l'OCDE ont leur propre cadre de mesure du bien-être, un cadre multidimensionnel donc, qui regroupe des indicateurs dispatchés autour de dimensions qui sont quasiment similaires à celles que j'ai introduites. Un petit exemple pour le cas français. Sur cette roue, on mesure les performances sur les moyennes en trait plein et les performances sur les inégalités en trait rayé. Plus la barre est longue, plus les performances sont bonnes. Donc ça veut dire une moyenne élevée et un degré d'inégalité faible. Donc qu'est-ce qui va bien en France? Ce sont d'abord les loisirs, le temps de loisirs. C'est les taux d'homicide qui sont relativement faibles, et c'est l'espérance de vie. Qu'est-ce qui va moins bien? Là, je vous invite à identifier les petites barres. C'est la confiance dans le gouvernement, la satisfaction envers la vie, donc qui est notre mesure de bien-être subjectif, et 2 variables environnementales, donc l'exposition à la pollution de l'air et l'accès aux espaces verts. Comme je le disais en introduction, on s'attache aussi à documenter les inégalités entre hommes et femmes et les inégalités entre groupes démographiques. Donc, en France, on mesure des écarts salariaux relativement importants entre hommes et femmes et en défaveur des femmes. Un sentiment de sécurité personnelle aussi en décalage avec celui des hommes. À l'inverse, les victimes d'homicide sont plus fréquemment des hommes. Il y a moins de ce qu'on appelle en anglais « death of despair », les morts du désespoir, donc des morts liées au suicide, à l'alcool ou aux drogues. Elles sont moins fréquentes chez les femmes que chez les hommes. Et les femmes sont moins sujettes à des temps de travail très élevés, au-delà de 49 heures. Les inégalités dues à l'âge, les taux d'emploi sont plus élevés pour les populations d'âge moyen que pour les jeunes. À l'inverse, les jeunes ont plus d'interactions sociales et sont moins sujets aux heures travaillées en excès au-delà de 49 heures. J'ai parlé de la durabilité ou de la soutenabilité et des indicateurs qui la composent, qui sont répartis en fonction de 4 types de capital essentiel. Alors, ici, je reporte certains indicateurs. Les chiffres 1, 2, 3 vous indiquent la position de la France dans l'ensemble des pays de l'OCDE en fonction de son type de performance. Donc, le 1 indique que la France se situe dans le premier tiers des pays de l'OCDE. Par exemple, la France est dans le premier tiers en termes de faible émission des gaz à effet de serre. Le 3 indiquera au contraire qu'elle est en queue de peloton. Par exemple, sur la liste rouge des espèces menacées, la France se situe en dernière position. Enfin, on a indiqué des flèches pour
signaler si la situation était en train de s'améliorer ou de se dégrader. Donc vous pouvez voir sur le capital naturel qu'il y a 2 indicateurs qui signalent une amélioration et un autre indicateur qui signale une détérioration. Sur le capital économique, les investissements augmentent, la dette des ménages diminue. Sur le capital humain, on a une augmentation de l'éducation des jeunes adultes, une amélioration, une diminution de la mortalité prématurée. Enfin, sur le capital social, il n'y a pas trop de changements. Alors, vous voyez mon point général, le point général que je voulais faire dans cette première partie d'exposé, c'est que comme on a un concept multidimensionnel et pour chaque dimension énormément d'indicateurs, c'est très difficile de dire est-ce que le bien-être s'améliore ou pas. Parce qu'il y a des indicateurs qui vont s'améliorer, d'autres qui vont se dégrader, et à la fin, on ne peut pas trop fournir de panorama général. À moins de se focaliser sur un indicateur spécifique qui suscite beaucoup d'intérêt dans la littérature chez les économistes, c'est le bien-être subjectif. Certains y voient une approximation de la fameuse fonction d'utilité instantanée que les économistes aiment manipuler. Le bien-être subjectif, il a des prédicteurs. Il corrèle avec un certain nombre de caractéristiques des individus, notamment la pauvreté, le revenu du ménage, le chômage, donc savoir si la personne individuellement est au chômage ou non, mais aussi le taux de chômage dans la société, qui exerce une sorte d'externalité négative sur chacun d'entre nous. Les problèmes de santé, avoir des maladies chroniques est un prédicteur très fort d'une plus faible satisfaction envers la vie. Les connexions sociales et la sécurité personnelle. Vous pouvez retrouver tous ces facteurs dans ce document de travail de ma directrice, Romina Boarini. Sur la droite, j'ai reporté un graphique intéressant de... pardon ? Voilà, il faut passer aussi. Merci. Il y a quelqu'un qui passe. Sur la droite, j'ai reporté un graphique intéressant tiré d'un papier célèbre de Stevenson et Wolfers qui montre la relation entre la satisfaction envers la vie et le revenu. Les petites flèches sur chacun des pays indiquent le degré de corrélation entre revenu et satisfaction envers la vie à l'intérieur des pays. Donc, plus la flèche est verticale et plus les riches seront plus heureux que les pauvres à l'intérieur du pays. Et en même temps, la ligne pointillée au milieu du nuage de points vous indique le chemin que les pays empruntent lorsque la croissance économique s'exerce et le développement se diffuse. En particulier, on peut très bien avoir des pays dans lesquels la corrélation revenu bien-être subjectif est faible à l'intérieur des pays, comme les pays en queue de peloton. Cependant, quand ces pays se développeront, la croissance économique du pays augmentera le bien-être subjectif de l'ensemble de la population. Ce bien-être subjectif, il a aussi une utilisation qu'on pourrait qualifier d'instrumentale. Je disais en introduction que ça pouvait être compris comme une approximation de la fonction d'utilité. Certains ne sont pas d'accord avec cette interprétation. En tout cas, c'est une grandeur numérique qui permet d'ordonner, de classer les différents biens ou caractéristiques des individus en fonction de leur importance relative. Alors, comme à la fois le revenu, le chômage, l'espérance de vie sont des déterminants du bien-être subjectif, vous pouvez essayer de monétiser ces dimensions non monétaires, ici le chômage et l'espérance de vie, en calculant l'augmentation de revenus qui serait équivalente à une amélioration de la situation, donc ici du taux de chômage ou l'espérance de vie. Et donc, un point de chômage en moins,
c'est équivalent à 3% de revenus en plus en termes de bien-être subjectif. Une année d'espérance de vie en plus, ce qui arrive à peu près tous les 4 ans, c'est équivalent en termes de bien-être subjectif à 5 ou 6% de revenus en plus. Ici, j'ai reporté sur ces graphiques ce qu'on appelle les prix fictifs du chômage et de l'espérance de vie. À quoi ça nous sert? Ça nous sert en fait à créer des indicateurs monétaires allant au-delà du PIB, où on agrégerait le revenu des ménages, le taux de chômage multiplié par son prix fictif, l'écart d'espérance de vie avec le pays ayant le plus haut niveau d'espérance de vie, et une pénalité pour l'inégalité à l'intérieur du pays. L'idée que je veux faire passer dans ce transparent, qui me semble important et qui était aussi le centre d'un livre que j'avais publié il y a quelques années, c'est que quand vous regardez les choses sur longue période, l'augmentation ce qu'on pourrait appeler le progrès social, en tout cas l'amélioration du bien-être subjectif, dépend de 2 grands facteurs qui sont la croissance économique, donc l'augmentation du revenu, et aussi l'amélioration de la santé, ici comprise comme l'allongement de l'espérance de vie. Ce sont vraiment les 2 grands moteurs du progrès social dans les pays au XXe siècle. Donc ici, j'ai reporté un petit calcul d'actuariat sur la décomposition de cet indicateur alors MDLS, ça veut dire Multidimensional Living Standard, ce petit indicateur allant au-delà du PIB. On voit que sur les 25 dernières années, cet indicateur croît de 2,9% quand la croissance moyenne du PIB par tête est de 1,6%. Sur ces 2,9%, la contribution de l'augmentation du revenu des ménages et de l'allongement de l'espérance de vie sont à peu près équivalentes. Il faut que je conclue. Alors, j'ai quand même essayé de répondre à la question, quel est le risque pour le bien-être. Je vois quand même quatre points d'inquiétude pour le bien-être subjectif dans le futur. Premièrement, le ralentissement de la croissance économique, qui a trait en particulier au vieillissement de la population. Le vieillissement de la population en lui-même, mécaniquement, va faire apparaître des problèmes une hausse des maladies chroniques qui elles-mêmes vont avoir des conséquences néfastes pour le bien-être subjectif. On projette que l'espérance de vie va ralentir. Un troisième point, le changement climatique entraîne des inquiétudes existentielles et des troubles mentaux d'ores et déjà. C'est déjà documenté et on pense que, évidemment, cette tendance ne va pas s'inverser à l'avenir. Une hausse des inégalités et un contexte budgétaire difficile parce qu'il va falloir financer la transition verte, il va falloir financer les retraites, il va falloir financer les soins pour les populations retraitées. Le contexte budgétaire difficile va évidemment entraîner des tensions sociales. Enfin, peut-être un effet encore à préciser, un affaiblissement du lien social en présentiel qui est lié à la digitalisation. Et pour ce point, je vous invite à consulter le rapport qu'on avait publié il y a certaines années qui mesure les risques et les opportunités de la digitalisation pour le bien-être dans chacune des dimensions. Je m'arrête ici. Merci. Merci beaucoup, Fabrice Fortin, pour tous ces éléments. Donc, on garde bien en tête les 2 jambes du bien-être subjectif, la croissance économique et la croissance de l'espérance de vie. Puis, on essaye de ne pas être trop déprimé face à la crainte liée au ralentissement actuel de l'un et l'autre. Bon, merci beaucoup. Alors, je me tourne aussi maintenant vers vous, Jean-Marc Germain. Et je rappelle que vous êtes conseiller du directeur de l'INSEE. Vous êtes aussi ancien député socialiste des Hauts-de-Seine, actuellement élu au Conseil régional d'Île-de-France, et vous avez travaillé récemment à un nouvel indicateur pour mesurer le bien-être que procure la croissance. Il s'agit du PIB ressenti. Je vous laisse la parole.
Merci et bonjour à tous. Peut-être avant de venir à ce qui sera plutôt la fin de mon exposé, je vais repartir et compléter ce que vous a dit Fabrice Murtin, ce qui ne l'étonnera pas puisque nous travaillons sur des sujets assez proches, mais au fond, ce que je veux vous dire ici, c'est que l'INSEE, bien sûr, a pour métier de mesurer au fond tous les éléments que vous a présenté Fabrice Murtin et qui, au fond, constituent le bien-être des femmes et des hommes de notre pays pour ce qui concerne l'INSEE. Mais là, je vais vous mettre un focus sur, au fond, ce qui a été une évolution des 10 dernières années, puisque en 2010, suite d'ailleurs à la commission Stiglitz, l'INSEE a décidé de mesurer le bien-être. Je ne sais pas si on peut afficher mon diaporama ou si c'est à moi de le faire. Le bien-être subjectif, c'est-à-dire qu'on demande aux interviewés, à peu près 22 000 personnes par an, de noter leur satisfaction dans la vie avec une note entre 0 et 10. Vous pouvez, pendant que je parle, vous livrer à cet exercice. Je le fais souvent dans mes cours d'économie avec mes étudiants, y compris pour qu'ils se rendent compte de la difficulté de la question. Et puis après, la question suivante, c'est je leur demande quel est leur revenu, enfin plutôt je leur demande quelles sont leurs dépenses annuelles, et puis je leur montre le lien entre les deux. Mais enfin, une des conclusions de cette commission, donc avec 2 prix Nobel d'économie, et Jean-Paul Fitoussi, a été de dire qu'il ne faut pas s'empêcher, comme le faisaient avant les sociologues, mais ne le faisaient pas les économistes, de mesurer directement, au fond, si les Français sont satisfaits ou pas dans leur vie, et plus généralement les pays de l'OCDE et du monde entier, puisqu'il y a des sondages qui sondent l'ensemble des pays. Et donc, moi, je voudrais répondre à la question à partir de cet indicateur qui a ses limites. Et d'ailleurs, je conclurai sur les limites et je ferai une petite ouverture sur la question du bonheur, puisque nous demandons aussi combien de temps les gens ont été heureux au cours des 4 dernières semaines et qu'on peut le mettre en regard avec la façon dont ils notent leur propre vie. Et mon point de départ va être, au fond, qu'il y a un fait qui est très troublant pour les économies, qu'on appelle le paradoxe d'Easterlin, du nom de l'économiste qui l'a mis en évidence pour la première fois, c'était en 1974. Et qui dit que la croissance économique, et là vous avez la situation pour l'Australie entre 2001 et 2019, ne conduit pas à l'amélioration du bien-être. C'est la courbe bleue où vous voyez que la note moyenne que s'attribuent les Australiens, c'est 7,9 depuis 2001, et alors même que le revenu par tête est passé de 28 000 euros à 38 000 euros, ça n'a pas bougé. Et ce paradoxe, finalement, n'est pas résolu par les économistes, mais je vais vous donner quand même quelques éléments qui peuvent l'expliquer. D'abord, c'est le deuxième graphique que vous avez à l'écran. C'est que quand on regarde donc de manière très fine, alors il faut beaucoup d'individus. Là, le graphique que vous avez, c'est pourcentage de revenus par pourcentage de revenus. C'est l'échelle du bas, des abscisses. Quelle est la note moyenne que s'attribuent les Français ? Et donc, pour pouvoir faire ça, il faut des très très grands nombres. Là, vous avez 150 000 personnes qui sont à l'écran sur une période de 10 années. Mais ce qu'il frappe, c'est qu'il y a un lien très fort entre le revenu individuel et la note que se mettent les individus. Et donc c'est très paradoxal que de dire, alors même que pour chacun d'entre nous, en tout cas quand on se compare entre nous, les plus riches se mettent des meilleures notes que les plus pauvres, mais que la croissance économique et la croissance des revenus ne le permettent pas. Alors évidemment, en voyant ce graphique, vous vous dites tout de suite, on voit que ça augmente de moins en moins. Donc si c'est les hauts revenus qui augmentent, c'est notamment le cas aux États-Unis, le paradoxe d'Easterlin avec cette courbe-là peut être quasiment compris intégralement parce que c'est les plus hauts revenus depuis une cinquantaine d'années qui sont l'essentiel, qui expliquent l'essentiel de hausse de la croissance américaine. L'autre élément, c'est que, alors là vous avez, je reviendrai peut-être plus en détail face aux questions, mais on pose aussi la satisfaction par rapport au travail, par rapport au logement. Vous évoquiez aussi dans votre introduction par rapport aux relations avec les autres. On voit qu'au fond, cet épuisement de l'amélioration des notes, il se traduit à peu près dans tous les domaines, sauf peut-être dans le logement, où on voit que même quand les revenus s'élèvent, c'est le graphique du milieu,
la satisfaction par rapport au logement s'améliore, mais plus par rapport à la santé, plus par rapport au travail, plus par rapport aux relations avec les autres et plus par rapport aux loisirs. Mais en revanche, dans la partie où il y a un lien très fort, tous ces éléments progressent en même temps que le revenu. Un des éléments qui peut expliquer ce paradoxe, c'est qu'il faut toujours se méfier des raisonnements qui paraissent brillants. Il faut toujours, en tout cas, nous, c'est notre réflexe de statisticien et d'économiste, c'est de dire oui, mais c'est quoi les ordres de grandeur? Et ce qu'on voit, c'est qu'en réalité, s'il y a un lien, ce lien est relativement faible. Le graphique précédent vous montrait qu'entre 10 000 euros annuels et 30 000 euros annuels, la note que s'attribuent les Français passe de 6,3 à 7,5. D'ailleurs, j'en parlais avec le chauffeur de taxi en venant ici. Et il me disait, les Français ne sont pas contents, les Lyonnais ne sont pas contents, il y a 1000 raisons. Je dis, oui, mais la moyenne des notes qui s'attribuent, même tout en bas de l'échelle des revenus, c'est 6,3. La moyenne entre 0 et 10, c'est 5. Donc, ils s'attribuent en moyenne une note au-dessus de la moyenne. Donc, vous voyez en fait que d'une situation de très grande pauvreté en revenus à une situation de classe moyenne supérieure, il y a très peu de variation de la note. C'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. On est en train de vous dire des choses où on a besoin d'énormément de personnes pour distinguer un signal qui est faible. Mais ce que j'ai voulu montrer par ce tableau-là, c'est que, compte tenu de la force de ce lien statistique, c'est qu'il est très, très fortement établi, mais de sa petite ampleur, eh bien, il faudrait, par exemple, pour que la note augmente de par exemple 7,3 à 8,3 en France, il faudrait 65 ans avec 2% de croissance. Et pour des pays où le lien est encore plus faible, comme le Royaume-Uni et les États-Unis, 200 ans. Donc, OK, le lien, il existe, mais l'ordre de grandeur, en fait, si votre revenu augmente, si le revenu national augmente de 1%, l'ordre de grandeur, c'est que la note française, au lieu d'être de 7,27, elle va être à 7,28. D'ailleurs, je vous le dis tout de suite, l'INSEE ne mesure pas les centièmes, mais que les dixièmes, donc on ne le voit pas. Pendant 10 ans, on ne va pas voir, à l'INSEE, on va avoir une stabilité. Donc la première réponse, c'est que ce lien, il existe, mais qu'il est faible. La deuxième réponse, je contrôle le temps qui me reste, c'est que, et Fabrice l'a évoqué, il y a des facteurs qui jouent en sens contraire du revenu. Il y a le vieillissement. Je trouve que chaque fois qu'on prend une année d'âge, toutes choses égales par ailleurs, même état de santé, même état de revenu, ça baisse de 0,01. C'est-à-dire que c'est l'équivalent de 1% de revenu. Il vous faut 1% de revenu en plus pour avoir la même satisfaction quand vous avez une année d'âge en plus. Donc ça joue un peu, mais on voit que ce n'est pas massif, parce que bien sûr, on vieillit tous d'un an chaque année, mais heureusement, il y a des naissances et des nouvelles générations, et quand on regarde les statistiques moyennes, ça explique, mais pas plus que pourquoi 1% de croissance peut ne pas se voir dans l'amélioration de la satisfaction dans la vie. Mais cela dit, si la croissance est en haut et pas en bas, alors le lien est quasiment inexistant. Et là, pour le coup, ce qui va dominer, c'est le vieillissement. Le deuxième élément qui est majeur, c'est la question de la santé. Alors, l'amélioration de chacun a plutôt tendance, en santé, notamment en France, a plutôt tendance à s'améliorer. Mais comme il y a un vieillissement de la population, quand vous faites la moyenne, eh bien, vous avez une baisse de la satisfaction de la vie. Et puis, il y a des choses qui sont moins liées peut-être aux politiques publiques, mais le fait d'être seul dans la vie, sans conjoint, sans enfant, se traduit par une baisse de la note moyenne que vous vous mettez d'un demi-point, ce qui est beaucoup compte tenu de ce que je vous ai dit avant sur les effets du revenu. Mais il y a aussi des très grandes variations entre les individus. Et donc, si vous cumulez le fait de subir des pressions au travail, le fait d'avoir de la pollution dans le voisinage, de l'insécurité, le fait d'être seul, d'être au chômage et d'être en mauvaise santé, alors là, vous avez des immenses variations. C'est ça le message que je voulais essentiellement vous faire passer ici, c'est que, au fond, on peut peut-être améliorer les choses avec le revenu, mais vous voyez qu'il faut être très patient, 50 ans, 100 ans, 200 ans, ou alors il faut des croissances très très grandes. Ce qui peut expliquer, par exemple, qu'un pays comme le Bangladesh est aujourd'hui à 3% de notre moyenne et pourra nous rejoindre un jour, parce qu'on peut espérer qu'il atteigne un même niveau que nous, mais qu'en réalité, si on veut améliorer les choses, c'est sans doute de régler les situations individuelles. Alors, elles ne sont pas majoritaires. Vous avez la première colonne, pas le temps de tout lire, mais c'est de l'ordre de 15 ou 20% de la population qui est concernée à chaque fois. Mais chaque fois qu'on améliore la situation des femmes et des hommes qui sont concernés par la maladie,
par la pression au travail ou d'autres phénomènes qui sont très nettement identifiés, alors pour eux, on améliore considérablement la situation et pour la population dans son ensemble. Je conclus là-dessus, mais on peut, à partir et Fabrice vous l'a un peu évoqué aussi en style télégraphique, parce qu'on est l'un comme l'autre pris par le temps, mais on peut ensuite faire usage de tout ça. Par exemple, eh bien, on peut calculer ce qu'on appelle les dispositions à payer. Puisqu'on a le lien entre le revenu et la satisfaction dans la vie, et puis avec d'autres mécanismes type la maladie, bien on peut dire de combien vous seriez prêt individuellement à baisser votre revenu pour être en bonne santé. Si, évidemment, on pouvait faire ce choix individuellement. Et après, on peut dire dans toute la société de combien on pourrait faire tout cela. Et ça permet aussi de hiérarchiser les problèmes. La dernière colonne que vous avez, par exemple, montre que si on fait ce calcul-là, les Français seraient prêts à payer 8% de l'ensemble de leurs revenus pour améliorer le système de santé. La question qui est posée n'est pas juste une question est-ce que vous êtes en bonne santé ou pas, c'est est-ce que vous avez une incapacité dans votre vie quotidienne liée à votre état de santé. Vous voyez qu'on est dans des situations réelles et pas dans des appréciations. C'est le premier problème sur lequel les Français, si on croit à tout ce qu'on dit, et je ne doute pas que ceux qui interviendront après moi poseront des limites à tout cela, mais la santé est un problème réel. Et bon, pas besoin de faire des mathématiques pour dire ça dans les discussions qu'on peut avoir, mais c'est une réalité qu'on peut voir. Et puis, dernier point, c'était un peu là-dessus que vous m'aviez lancé, et ça a été aussi la conclusion de Fabrice Murtin. On peut se dire aussi que finalement, plutôt que de calculer l'évolution des revenus, c'est-à-dire le PIB, on pourrait calculer l'évolution de la satisfaction dans la vie qui est procurée par l'évolution des revenus. Parce que vous avez vu qu'il y a un lien au niveau individuel entre revenus et satisfaction dans la vie. Et donc à l'INSEE, effectivement, on a calculé ce PIB ressenti et on a fait des exercices rétrospectifs pour calculer. Là, vous avez les États-Unis depuis les années 50. Et ça montre que le PIB et le PIB ressenti dans les années 50 à la fin des années 70 augmentaient à peu près pareil. Pas d'augmentation des inégalités. C'était un peu le rêve américain. Tout le monde profite de la croissance. Mais que depuis 80, le PIB a triplé comme dans la période des 50 années précédentes, mais le PIB ressenti, tel que je vous l'indique, n'a pas augmenté. Et donc, si on avait eu cet indicateur tous les jours à la télé, comme la température ressentie, le PIB ressenti, on aurait dit tous les jours, il n'y a pas de croissance aux États-Unis, et puis au bout de 50 ans, on aurait dit, ça fait un demi-siècle qu'on est en récession. Donc, vous voyez qu'on peut aussi, au fond, sortir un peu de ce piège d'être trop focalisé sur la croissance et sur le PIB, et tirer un peu plus, avec des limites, mais vers des indicateurs qu'on appelle orientés bien-être. Pardon d'avoir été trop long, mais je m'arrête là. Non, tout est bon. Merci beaucoup, Jean-Marc Germain. Donc, on retient en effet qu'on peut relativiser, surtout sur le long terme, donc pour nos sociétés, le poids du revenu dans le bien-être, ce qui pourrait pousser les politiques publiques à travailler sur les autres indicateurs que vous avez notés, où là, on pourrait avoir des gains réels et beaucoup plus rapides de bien-être qu'en augmentant simplement le PIB. Je passe la parole à Mathieu Perrona, qui est directeur exécutif de l'Observatoire du bien-être, au CEPREMAP, et qui, je pense, va poursuivre cette réflexion en se focalisant sur le cas français et les différents éléments qui composent le bien-être ou le mal-être de nos compatriotes. Mathieu Perrona, c'est à vous. Donc c'est génial pour moi parce que Fabrice et Jean-Marc m'ont fourni un tremplin idéal pour mon intervention, parce que Fabrice, avec le tact qu'il caractérise, a omis de préciser que si la France était à l'origine de ce regain d'intérêt politique pour les mesures de bien-être subjectif, il faut quand même se remettre dans le contexte. Crise de 2008, on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne marche plus dans le système. Donc qu'est-ce qu'on fait en France ? On fait une commission. Sauf que pour une fois, on a influencé à peu près tout le reste de la planète, enfin une bonne partie du reste de la planète, avec la résultat de cette commission. Sauf que qu'est-ce qu'on en a fait en France ? Eh bien, à part nos amis de l'INSEE qui ont saisi cette question à bras-le-corps avec la rigueur et l'ampleur des travaux qu'on leur connaît et que Jean-Marc vient de montrer, eh bien, nous, au niveau politique, on a un peu mis ça dans le tiroir. Alors que justement, l'idée, c'était, et là je rebondis complètement sur la fin de Jean-Marc, de passer d'une vision un peu structurelle, on s'intéresse à ces métriques depuis un petit moment, à qu'est-ce qui se passe en termes de conjoncture. Est-ce qu'on peut et comment utiliser ça au quotidien ? Je veux bien ma présentation, s'il vous plaît. Et d'où l'idée
de l'Observatoire du bien-être qui a fondé le CEPREMAP sur... on va réaliser, à nouveau avec l'aide de l'INSEE, une mesure régulière, trimestrielle, en l'occurrence du bien-être subjectif. Et pas juste de quelques dimensions, puisque nous avons un baromètre de 20 questions qui sont posées donc tous les trimestres depuis juin 2016, avec l'idée que le bien-être ne se résume pas à une seule dimension et qu'il faut balayer large pour comprendre ce qui importe, ce qui marche et ce qui ne marche pas en France. Je rebondis un petit peu aussi sur ce qu'il y avait précédemment, puisque voici un échantillon des questions que nous posons. Vous avez déjà entendu la question de satisfaction dans la vie. Ça, c'est les cadres qui sont un peu partout dans les enquêtes internationales. La dimension donc évaluative du bien-être, à quel point vous êtes satisfait de votre vie dans l'ensemble, on vous demande de faire un gros paquet et de mettre une note. La dimension hédonique, vous êtes-vous senti heureux hier ? Pourquoi hier ? Parce qu'avant, on se rappelle très mal, et aujourd'hui, ça dépend si je viens de me faire tomber le micro sur le pied ou non. Donc, c'est un peu l'entre-les-deux. À quel point j'ai l'impression que ma vie a du sens ? On comprend à quel point la conjonction des questions est importante, puisque en France, on sait qu'on a un certain nombre de professions, typiquement les enseignants et enseignantes, les métiers du soin, qui ont à la fois chevillé au corps le sentiment qu'ils font quelque chose d'utile à la société et qui sont dans des situations qu'on sait extrêmement satisfaisantes. Nous avons accompagné le ministère de l'Éducation nationale pour son baromètre des personnels en établissement, et nous sommes assez contents de voir qu'ils ont assumé de communiquer sur les résultats franchement désastreux, il faut bien le dire, du baromètre en question. Et le quatrième est relatif à la santé mentale et au sentiment de dépression. Vous avez déjà fait l'exercice de vous positionner sur ces différentes dimensions. Donc, je passe assez vite avec les résultats et en vous montrant en fait toute la distribution. Et cette moyenne qu'on vous a montrée tout à l'heure, qui se balade quelque part entre 6, 7, 8, c'est pas juste une moyenne qui ne reflète pas la distribution en dessous. On voit que ce qu'on appelle le mode de la distribution, c'est-à-dire que là où il y a la masse des réponses, c'est bien autour de ça. C'est-à-dire que les moyennes sur lesquelles on travaille, elles reflètent bien l'état d'esprit d'une majorité de la population. Puisque là, on a une majorité des gens qui sont entre 7 et 8 sur ces 4 dimensions. Ce qui ne veut pas dire, loin de là, et Fabrice a très justement insisté là-dessus, qu'il faut se préoccuper, tous ceux qui sont entre 0 et 4 sur toutes ces dimensions, parce que c'est là où il y a du malheur, et c'est probablement là où il y a aussi les plus gros gains de la politique publique à avoir. Le tout, c'est d'identifier ces gens-là, et là, pour le coup, ces métriques apportent quelque chose par rapport aux métriques objectives. Par exemple, dans la souffrance mentale, je sais que dans les gens qui vont être très déprimés, dans mes 8, 9, 10 là au bout, je vais avoir des gens qui sont plutôt en haut de l'échelle. Ça va être réparti pas mal en termes de revenus, ça va être moins discriminant que les autres mesures. Maintenant, sur le paradoxe d'Easterlin, j'ai pris les données de l'Eurobaromètre, qui a le bon goût de poser la question sur la satisfaction dans la vie en France depuis les années 70, qui est en bas, et je vous ai mis le PIB réel en haut. Paradoxe d'Easterlin, en France, c'est pas complètement évident que la relation entre croissance et bien-être est cassée. Ceci dit, je pense que ça fait partie des domaines où c'est pas parce que ça a marché jusqu'à aujourd'hui que ça va continuer à marcher pour tout un tas de raisons. Et j'y reviendrai dans quelques minutes. Juste pour donner un petit panorama de quelques éléments, la satisfaction dans la vie, donc ça c'est la courbe, juste la moyenne de satisfaction dans la vie, c'est aussi quelque chose qui a une dimension conjoncturelle qui n'est pas négligeable. Et en la mesurant trimestre par trimestre, on voit bien ça. Les hauts et les bas que vous voyez, les barres grisées que vous voyez là, ce sont les confinements. Donc vous voyez à quel point il y a eu un effet déconfinement et un effet on n'en pouvait plus juste avant l'entrée dans le dernier confinement qui est le point bas du graphique qui est là. La barre jaune évidemment c'est la crise des gilets jaunes qui a correspondu à un effet sur l'ensemble des variables de bien-être. Si on parcourt un peu ça très rapidement d'autres dimensions, quels sont les points forts et les points faibles en France ? Un point fort c'est la relation avec les proches. L'échelle à droite a changé, on est autour de 8. On est en fait très haut. C'est vraiment quelque chose sur lequel on a énormément de gens qui rapportent des taux de satisfaction qui sont très élevés. Et hormis les montagnes russes du Covid, pour des raisons assez évidentes, c'est quelque chose qui est assez inerte. C'est vraiment un point de résistance, de résilience de la société française. Dans les points plus faibles,
et ça c'est un des plus faibles de notre baromètre avant le prochain que je vais présenter, c'est l'équilibre entre les temps de vie, entre le temps que vous consacrez à votre travail et celui pour vous, vos amis et votre famille. Et là, on a une des réponses les plus basses. Alors que la satisfaction vis-à-vis du travail lui-même, qu'on mesure aussi, est plutôt bonne. Ce qui, dans le cadre de la réflexion sur le travail, vient à l'appui avec une approche quantitative de l'idée que le problème en France, c'est pas que les Français n'ont pas envie de travailler, c'est qu'ils ont de mauvaises conditions de travail et qu'il y a quelque chose déjà à commencer à travailler sur l'amplitude du travail réel, pas seulement des horaires de travail nominaux ou officiels. Dernier point qui est, à mon avis, le plus inquiétant, c'est la question, à votre avis, pensez-vous que la vie pour la prochaine génération en France sera meilleure ou moins bonne que la génération actuelle? En gros, vous avez un point médian à 5, or on est à 4. Donc on est dans une situation où la majorité des Français pensent que la prochaine génération vivra moins bien que la génération actuelle. Et ça, c'est assez catastrophique en soi, c'est catastrophique aussi sur ce qu'on sait des comportements, puisqu'il y a plusieurs études sur le cas américain en particulier qui montrent que cette perception-là est associée à un déficit d'investissement dans l'avenir. On investit moins dans l'éducation des enfants, on investit moins financièrement, on investit moins dans la transition écologique, parce que de toute façon, tout va aller au volo. Et ça peut être un énorme obstacle et quelque part déjà le premier frein au bien-être des générations à venir. Maintenant, quelques éléments de prospective pour demain. Je vais essayer d'avoir un peu plus de temps que mes collègues, désolé. Au premier ordre, j'ai envie de dire, ce qu'on a vu très récemment, c'est que l'inflation avait un impact très négatif sur la satisfaction des gens. Ça, pas étonnant, ça réduit les revenus réels du moment que les salaires ne suivent pas. Ce qu'on a mis en évidence et qui est un peu plus intéressant et qui permet d'aller un peu plus loin, c'est que même quand on neutralise cet effet perte de pouvoir d'achat, les gens qui ont l'impression d'être exposés à un fort niveau d'inflation subissent une pénalité de satisfaction dans la vie, en plus que leur perte de pouvoir d'achat. Donc l'inflation, elle agit directement sur le portefeuille et en plus sur la peur qu'elle donne d'être encore plus pauvre demain. Et plus généralement, ça, c'est un résultat qui est générique, très transversal des recherches sur le bien-être subjectif. Il y a quelque chose qui est très négatif pour la satisfaction dans la vie, c'est la peur et c'est l'incertitude. Or, avec la transition, avec le changement climatique plutôt, nous savons que nous allons être exposés de manière, j'ai envie de dire, externe, parce que ce seront des événements climatiques extrêmes, à plus de variabilité dans notre vie, dans les régimes de pluie, dans les régimes de vent, dans les catastrophes naturelles, dans la rétraction du trait de côte. Mais, bref, nous allons vers une situation qui est plus incertaine, donc qui va être plus dommageable en moyenne, vraiment toutes choses égales par ailleurs, pour le bien-être des gens. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, dans ce cas-là, la politique publique, c'est d'abord une politique qui essaye d'amortir ces chocs-là. Ça veut dire investir dans des infrastructures qui soient résilientes au changement climatique, essayer de limiter les conséquences du changement climatique. Là, on parle d'enjeux de politique internationale. Et au niveau national, c'est limiter tout ce qui peut provoquer des chocs dans les trajectoires des gens ou les augmenter. Ce qui veut dire des investissements massifs dans le système d'éducation, dans le système de santé, dans les systèmes de minima sociaux, qui permet d'assurer ce filet de sécurité qui limite la peur des gens de tomber, cette peur de la chute dont on a vu de manière très très pratique en France, à quel point elle était instrumentale dans des mouvements de nature politique, comme l'ont été les Gilets jaunes. Merci beaucoup Mathieu Perona. Vous n'étiez pas spécialement en retard. Donc on a, grâce à vous, une petite immersion dans le ressenti, voire le ressentiment de nos compatriotes. Les craintes pour l'avenir sont importantes. Alors pour terminer ces interventions, je vais maintenant passer la parole à Florence Gianni-Catrice, qui est professeure à l'Université de Lille et qui, je crois, a une approche beaucoup plus critique de l'économie du bien-être. Voilà, Florence Gianni-Catrice, je vous passe la parole. Bonjour à tous, merci de m'avoir conviée à cette table ronde. Et je vais avoir un propos en 3 temps. Je voudrais quand même dire, pour commencer, que j'ai vraiment beaucoup apprécié tout ce qui s'est dit, et c'est pas juste de la flagornerie.
Je vais avoir un propos en 3 temps. D'abord, rappeler à quel point la notion de bien-être, c'est une notion qui ne va pas de soi, comme d'ailleurs mes collègues l'ont déjà dit, et qui est aussi, peut-être c'est l'élément que je vais rajouter, pétri de normativité. Parce que bien-être, c'est être bien, et qui peut décider de qui est bien et comment on est bien. Ensuite, rappeler comment il est approché dans la littérature académique et puis et par les mesures. Hein, et donc, je vais reprendre en quelque sorte ce qui a été dit, mais peut-être avec un petit peu plus d'éléments critiques, comme le suggérait Marguerite. Et puis enfin, peut-être dire qu'il y a aussi d'autres voies possibles sur ces manières d'estimer, de jauger où on en est de notre soutenabilité maintenant. Donc, une notion qui ne va pas de soi. Bon, le bien-être, c'est quelque chose de complexe, et je pense que ce que nous ont montré les 3 interventions, c'est à quel point il y a vraiment de nombreuses variables qui interviennent pour essayer de jauger dans quel état on est, le « on » étant aussi lui-même complexe. Donc comment le définir et comment le mesurer, ou en tout cas fournir un proxy, c'est vraiment quelque chose de compliqué. Et l'une des difficultés du concept assez flou tient au fait qu'il est normatif par excellence, et que donc il pose des questions très théoriques et très pratiques, et qui ne sont pas du tout réglées, me semble-t-il, par personne, et sans doute par moi non plus d'ailleurs. Et peut-être une autre difficulté consiste peut-être à mettre en discussion ou en débat le découplage qui est parfois fait, peut-être qui a été fait là par Fabrice plus que par les autres, un découplage entre court terme et long terme du fait des urgences sociales climatiques. C'est-à-dire que cette tradition que nous avons de considérer qu'il y a quelque chose de l'ordre du court terme d'un côté, et ensuite quelque chose qui est plus loin, du fait des urgences qui s'imposent à nous, si en tout cas on prend au sérieux cette perspective de l'effondrement qui n'est pas pour demain, mais qui, selon le Rockstrom Institute et pour aujourd'hui, eh bien, fait que le long terme n'est plus quelque chose à demain, mais qui doit être pensé aujourd'hui. Donc la plupart des travaux autour du bien-être, et j'ai en particulier en tête, pour pas être frontalement dans les présentations qui ont été faites, la synthèse très innovante du rapport Blanchet qui a été publié en 2023, qui est un rapport thématique pour le compte du rapport Jean Pisani-Ferry et Salma Mahfouz. C'est un rapport qui porte précisément sur la mesure du bien-être. Ce qui est vraiment spectaculaire, c'est à quel point elles demeurent fondamentalement microéconomiques dans leur fondement. Dans le rapport de Didier Blanchet, qui fait 78 pages, j'ai dénombré le terme individu ou individuel 60 fois dans le rapport, sur 78 pages, et 57 fois le terme d'utilité. D'ailleurs, ici aussi, on voit que les termes sont parfois utilisés avec beaucoup de proximité. Et à titre de comparaison, l'idée de choix collectif, dans le rapport Blanchet, il est présent que 3 fois dans le rapport, le terme social 9 fois, le terme de soutenabilité 10 fois. Donc il y a une sorte de prévalence de la notion de l'individu et de l'individuel. Et on trouve là une sorte de domination dans la pensée que nous avions déjà signalée avec Dominique Méda, avec Jean Gadret notamment, et ensuite par rapport au rapport de la commission Stiglitz-Senfitoussi dont il a déjà été question tout à l'heure. Et nous, nos travaux datent déjà du début des années 2000, et on mettait déjà en évidence une sorte de difficulté de la théorie microéconomique à penser non pas un bien-être individuel, mais un bien-être collectif, une sorte de bien-être social, le bien-être de la société dans son ensemble. Alors pourquoi ça nous pose problème? Parce que la manière par laquelle tout nous est présenté ici, mais il faut qu'on en discute, mais c'est que la somme des satisfactions individuelles fait la satisfaction collective. La somme des bonheurs individuels fait le bonheur collectif. C'est comme ça que c'est présenté d'une certaine manière. Et il me semble qu'en tout cas, on pourrait raisonner un peu différemment, mais on peut avoir des divergences épistémologiques et considérer que la société n'est pas que la somme des individus. Et qu'il y a quelque chose d'autre en plus que nous devons préserver, qui est ce commun de vivre ensemble, et peut-être aussi d'un certain nombre de communs à préserver au-delà de la maximisation des satisfactions personnelles. Et deuxième point, la maximisation de la satisfaction personnelle ou bien des bonheurs, puisqu'on voit qu'il y a 3 ou 4 types de mesures nuancées, fait l'hypothèse d'ailleurs que les consommateurs souverains font toujours les bons choix en matière de maximisation de leur utilité. On pourrait considérer que ça ne fait pas forcément le bonheur collectif pour des raisons que je viens d'évoquer. Et puis, troisième point, est-ce que les préférences individuelles qui sont là sondées par questionnaire, qui sont certainement menées de manière très rigoureuse, est-ce qu'elles
elles peuvent être spontanément révélées. Est-ce qu'on a une capacité à toujours révéler où on en est de notre niveau de satisfaction, voilà, et au-delà même des aspects conjoncturels. Voilà, je fais une petite parenthèse. Il me semble vraiment que l'échafaudage à partir des préférences individuelles, en visant à se mettre à distance d'un certain nombre de valeurs, des valeurs collectives, des institutions, ou d'une possibilité de construire des préférences politico-collectives, elle tient franchement d'un imaginaire, mais qui est porté par cette théorie, donc on ne peut pas en tenir rigueur, que les intérêts individuels pourraient s'aligner sans heurts. C'est-à-dire que l'ensemble des intérêts individuels peut s'aligner sans heurts et fournir une sorte d'intérêt collectif. Or, il me semble que pour rendre la transition urgente supportable, ça suppose sans doute en amont de penser des questions tout aussi normatives que sont celles de la justice sociale, de la justice écologique, de penser la redistribution des richesses et de ne pas mettre au rebut, parmi les questions un peu tabous, celle d'une interrogation sur les responsabilités, sur le pourquoi le capitalisme en est là où il en est, etc., etc. Ma parenthèse étant refermée à propos de la mesure du bien-être, donc on a une domination vraiment spectaculaire de ce tournant subjectiviste, et avec ce bien-être qui est mesuré par ce sondage qui, en tout cas pour l'une des variables, comme vous l'avez vu, celle qui était en haut à gauche dans la dernière manière de présenter les choses, révèle nos préférences, chacune des préférences individuelles de chacun autour de la question, de manière générale, diriez-vous que vous êtes satisfait de votre vie sur une échelle variant de 0 à 10. Mais comment capter cette dimension collective du bien-être? Alors, du point de vue du sens des chiffres, disons du point de vue d'une critique interne, mais j'imagine que j'aurai un retour là-dessus. Il y a rarement de précision qui est faite sur de quoi l'enquêté est satisfait. D'ailleurs, j'emprunte cette critique à Jérôme Accardo, article Ecoestat 2019. Est-ce que c'est de sa vie d'aujourd'hui? Est-ce que c'est depuis sa naissance, de sa vie à lui, de celle de ses proches? Enfin, quand on répond, comment répond-on? Puis l'échelle, elle est pas non plus véritablement préciser à quoi fait référence le 0. Est-ce que c'est la pire des vies dans le monde? Est-ce que c'est le pire moment pour lui? De même que se pose le problème de calibration. Qu'est-ce que ça vaut un 5 sur 10 chez un répondant ou chez un autre? Est-ce qu'on peut s'assurer que les gens vont répondre d'une manière suffisamment harmonieuse pour qu'ensuite on puisse en faire une agrégation et avoir ainsi un vecteur de préférence collective? Mais d'un point de vue plus externe maintenant, puisque cette critique interne, elle circule assez aisément. D'un point de vue de l'usage politique, moi, c'est une question que je me pose et que je vous propose de nous poser. Est-ce qu'il revient aux politiques de maximiser et la satisfaction collective et le bonheur individuel? C'est vraiment une question qui m'anime. Voilà. Par exemple, Richard Layard, en 2005, disait « La meilleure politique publique, c'est celle qui procure le plus grand bonheur ». Moi, je fais plutôt partie de celles et ceux qui pensent, en suivant Philippe Frémaux, que tout au plus, peut-être le politique peut nous construire ou nous aider à construire les conditions de possibilité du bonheur, les conditions individuelles peut-être, mais le droit à la mélancolie, j'espère, est possible, et le droit à la mélancolie, ça nous a donné quand même les meilleurs poètes dans le monde, et donc je crains cette espèce un peu de totalitarisme si on a cette injonction à devoir maximiser finalement cette satisfaction de vie. Voilà. Bon. Dernier point avant mon deuxième point sur la perspective monétaire. Dans le rapport Blanchet, il y avait quelque chose de très très intéressant et je vous invite vraiment à le lire parce que je pense qu'il y a là une réflexion intéressante. Le rapport Blanchet sur la mesure du bien-être, il perçoit très très bien... Ah si, c'est bon. Il perçoit très très bien la limite du recours aux préférences individuelles, en particulier quand on veut essayer de prendre au sérieux la question des transitions, et ce qui est le cas pour le coup, puisque c'est un rapport thématique qui vise à nourrir le rapport Pisani-Ferry et Marfouz. Parce qu'au fond, ce que perçoit Blanchet, c'est qu'il n'y a aucune raison, a priori, que les préférences individuelles elles aillent spontanément vers les choix vers lesquels il nous faut aller
pour la durabilité de nos sociétés. On peut être très bien satisfait de notre vie tout à fait personnelle, sans pour autant que les choix que nous fassions soient raccord avec ce qu'il nous faudrait faire pour être raccord avec les questions de soutenabilité. Et donc, et vers une sorte de préférence pour des comportements ou des sentiments qui seraient compatibles avec les urgences écologiques. Au fond, ce que dit Blanchet, il dit finalement le recours aux préférences individuelles, elle peut être complètement incompatible avec un projet politique qui viserait l'intérêt général. Et donc c'est vraiment ça la question. Est-ce que la somme des satisfactions individuelles peut nous faire un projet politique d'intérêt collectif qui nous permette d'aller vers la soutenabilité si, encore une fois, on prend au sérieux la question de l'effondrement? Alors on voit, et c'est ce que nous dit Blanchet à la fin de son rapport, des travaux qui commencent à poindre et qui visent justement à intégrer l'idée que la fixité des préférences des individus pose problème et qu'il faudrait essayer d'endogénéiser les préférences. Mais enfin, si on en est là, alors peut-être peut-on faire autrement que d'aller sonder les individus individuellement et en essayant de considérer que leurs préférences individuelles, c'est un petit peu l'alpha et l'oméga des politiques publiques. Au-delà du tournant subjectiviste, qu'on voit aussi, c'est, et je pense que ça a été rappelé par Fabrice Martin, mais aussi un peu dans les travaux de Jean-Marc Germain, qui ne nous a pas tout à fait présenté là, on voit une sorte de glissement aussi, ou en tout cas d'intérêt porté par un certain nombre, notamment d'économistes, de ne pas simplement travailler sur le bien-être autour de caractéristiques objectives ou subjectives, mais essayer de monétariser ce bien-être, de travailler sur un bien-être économique ou un bien-être monétarisé. C'est pas tout à fait la même chose. Les candidats sont très très nombreux à ce bien-être monétarisé depuis les travaux de Tobin et Nordoz dès 1973 avec leur Index of Sustainable Economic Welfare, qui pose des problèmes redoutables de deux ordres, à mon avis. Le premier des problèmes redoutables, c'est celui de la compensation, c'est-à-dire que l'usage de la monnaie, utiliser le langage de la monnaie pour dire quelque chose d'un gain supérieur, par exemple de bien-être, eh bien, laisse entendre qu'on peut toujours compenser un élément par un autre. Est-ce qu'on est sûr qu'on a envie chacun de compenser un supplément d'espérance de vie par exemple une réduction de notre variation du taux de chômage? Enfin voilà, ça pose des questions quand même abyssales d'une certaine manière, quoi. Et en fait, la monnaie, elle nous fabrique des formes de mise en compensation permanente, puisqu'elle a cette puissance dans le langage de rendre tout comparable. Et puis, le deuxième élément, c'est celui de l'usage de prix fictifs, et en particulier ceux des consentements à payer ou des consentements à recevoir, là, qui posent aussi des questions tout aussi redoutables, mais je ne vais pas en dire plus parce que je voudrais conclure. Alors, est-ce qu'on peut faire autrement? Donc, j'ai essayé de dire qu'en gros, il y avait deux mondes dans la manière d'évaluer le bien-être. Il y a le monde de l'expertise économique mettant en avant le langage de la monnaie, avec voilà, les économistes ayant un tropisme un peu monétaire, ils utilisent parfois la monnaie pour leur permettre des agrégations, y compris quand on est dans l'incommensurable. D'un autre côté, il y a ce tournant subjectiviste avec les indicateurs de bien-être, et comme le disait tout à fait justement Mathieu Perronaille, il n'y a pas fallu attendre la commission Stiglitz-Sen-Fitoussi. La commission Stiglitz-Sen-Fitoussi, elle a simplement fourni une caution à celles et ceux qui, depuis très longtemps, travaillaient déjà sur cette question, et notamment depuis au moins les années 70 avec Easterlin et bien d'autres. D'ailleurs, l'école s'appelle l'école de la mesure du bonheur, Happiness Economics. Donc, les économistes s'intéressent au bonheur. Il n'y a pas que les philosophes qui s'y attellent. Et il se peut qu'on puisse faire autrement. En tout cas, ce que j'essaie de dire, c'est qu'au-delà de ces deux modalités, il y a aussi la possibilité d'une sorte de manière de faire qui serait le recours à une forme de démocratie. Ouais. D'accord. Plus haut. Voilà, ok. C'est ça qui... Ah, c'est l'antenne. D'accord, ok. Ok, avec mes excuses. Donc,
Donc cette voie médiane, ce qu'on défend d'ailleurs avec le collectif du Forum pour d'autres indicateurs de richesse, aurait comme principe méthodologique ou épistémologique dans la veine de l'économie écologique de développer un pluralisme méthodologique, d'accepter l'idée qu'il y a une forme d'incommensurabilité des valeurs. Et l'idée, c'est de se poser la question de qui décide de ce qui compte. Et l'idée, c'est alors d'intégrer des formes de délibération, de participation, de contextualisation pour décider de la configuration des finalités. Les candidats non exclusifs à ces manières alternatives de fonctionner pour essayer de mesurer non pas un bien-être individuel, mais une sorte de vecteur de santé sociale ou de santé écologique sont extrêmement nombreux. Je pense à la santé sociale ou écologique telle qu'on les a développées dans nos travaux sur l'île, les capacités d'Amartya Sen ou de Martha Nussbaum qui sont un petit peu vite balayées d'un revers de main, je trouve, dans un certain nombre de travaux qui ont pu nourrir en tout cas ma réflexion pour aujourd'hui. La question du bien vivre de Tim Jackson et de ses variantes latino-américaines autour du buen vivir, les besoins humains fondamentaux de Jan Goff, la sociale écologie qui est mise en avant par Éloi Laurent et en particulier avec l'indicateur de l'espérance de vie en bonne santé, le Donuts de Kate Raworth, enfin en bref, il y a vraiment de très très nombreux travaux qui se développent un peu partout dans le monde, et y compris sur les territoires en France, et qui vise à essayer de construire des conventions partagées de ce qui pourrait être une santé sociale sur un territoire ou bien éventuellement la santé sociale écologique. Donc un projet autour d'une petite cabine de pilotage de plusieurs indicateurs, c'est possible. D'ailleurs, Eva Sass, dans sa première loi avortée, avait proposé l'espérance de vie en bonne santé, l'empreinte écologique, la santé sociale. Alors ce type de projet, il est parfois mis de côté sur la base du fait que ce serait difficile de s'en emparer. Je pense que Jean-Marc Germain ne l'a pas dit là, mais l'a écrit dans son petit 4 pages de l'INSEE, parce qu'il y aurait plus qu'un indicateur, mais peut-être qu'alors il faut former celles et ceux qui sont amenés à s'en emparer. Je pense que les journalistes, les économistes, les politiques sont capables d'utiliser un panel d'indicateurs un petit peu plus large que simplement un indicateur univoque pour essayer de conduire les politiques publiques. Et en effet, la décision politique ne peut pas être le fruit d'un presse-bouton à partir d'un indicateur univoque, et elle doit être le fruit d'une délibération complexe parce que les choses sont quand même très paradoxales et ne sont pas totalement univoques. Voilà, merci. Merci beaucoup, Florence Janicatrice. Merci à tous les intervenants. Donc il est 17h, l'heure d'ouvrir la discussion. Est-ce que le bien-être de chacun constitue, à vos yeux, la fin ultime de la science économique? Est-ce que c'est pour vous là qu'est réellement l'objectif de la discipline? Voilà. Mathieu Perrona, si vous pouvez commencer. C'est la question sur laquelle on s'est défaussé, franchement, en tant qu'économiste pendant très longtemps, en disant nous, on est des plombiers, c'est le politique qui nous dit quelles sont ses fins, et nous, on lui explique comment utiliser le moins de ressources possible pour arriver à cette fin-là. Donc, quelque part, même avec ma casquette économie du bien-être, parce qu'à titre personnel, je pense que le politique a pour fin quelque chose qui est très multidimensionnel, et c'est pour ça que les travaux de l'OCDE, avec une approche en tableau de bord, me semblent absolument essentiels, qu'il faut regarder plusieurs dimensions, qu'il faut les regarder en niveau et en inégalité. Maintenant, ce tableau de bord, on peut le peupler d'une part avec ce qu'on a, et on peut le peupler avec ce que les gens veulent. Et là, c'est par le politique. Et quelque part, ce qui est le plus inquiétant, c'est cette tendance à se défausser vers nos économistes et nous poser la question, qu'est-ce que doit être la fin de l'action politique? Alors que pour moi, c'est une question qui ressort du politique. Et après, nous, on arrive avec notre boîte à outils sur comment y arriver, comment maximiser, ou en tout cas réduire l'usage de ressources pour arriver à cette fin-là. Ou simplement dire, là, je suis désolé, mais c'est pas possible. Et prétendre du coup à trouver les bons indicateurs pour arriver au bien-être, voire pour certains au bonheur, c'est pas empiéter de votre point de vue sur le champ du politique? Parce qu'on comprend bien que c'est là qu'il y a une ligne de partage vraiment à tracer peut-être. Là, c'est plutôt une discussion qu'on a à avoir avec nos collègues philosophes, nos collègues psychologues, et c'est pas un hasard si tous ces indicateurs de bien-être subjectif, c'est pas des inventions d'économistes, ce sont des mesures qui émergent de la recherche en psychologie et qui ont été testées, et l'OCDE a pour ça d'excellents ouvrages de référence sur comment mesurer le bien-être subjectif, qui font une synthèse très opérationnelle de décennies de recherche avec des moyens que nous on n'a pas, c'est-à-dire de l'imagerie médicale, du dosage de cortisol et d'autres hormones, qui nous disent que ces indicateurs
corrèle bien avec tout un tas de dimensions qu'on a de ce qu'on appelle en général le bien-être. Moi, je dirais en termes de quelque part de réponse à la critique interne, comme dit Andrew Clark, qui est le chercheur avec lequel je travaille beaucoup, proof is in the pudding. Le fait qu'avec ces indicateurs de bien-être subjectif, on soit capable de prédire beaucoup plus fortement qu'avec tout ce qu'on peut observer, des choses comme est-ce que la personne va quitter son boulot, pour quelle partie elle va voter, me disent qu'il y a du signal. Oui, je suis d'accord, il y a plein de bruit dans ces indicateurs-là. Ce n'est pas un indicateur parfait, mais il y a plus de signal que tout ce que je peux savoir par ailleurs sur les personnes. Donc je capture quelque chose de plus. Jean-Marc Germain, sur une ligne de partage entre les économistes et le politique. Oui, d'abord je voudrais dire, parce que vous avez expliqué les différentes phases de ma vie professionnelle et y compris publique. D'abord en tant que représentant de l'INSEE ici, notre rôle, et je réponds aussi à Florence en disant ça, c'est notre slogan d'ailleurs, c'est mesurer pour comprendre. Et donc c'est de fournir des informations à disposition du public, à disposition des citoyens. Je suis tout à fait favorable comme citoyen à ce qu'il y ait une délibération collective qui permette de dire au fond à nos autres concitoyens qu'est-ce qui compte pour que vous puissiez mûrir votre réflexion, et que c'est en tout cas pas à l'INSEE de le faire, et d'ailleurs pas, puisque j'étais député au moment où il y a eu la loi Sas qui a voté 10 indicateurs dont vous n'avez jamais entendu parler, vous n'en avez jamais débattu, et aucun d'entre nous sait, peut-être sauf Florence, ce qu'il y a dans ces 10 indicateurs, qui sont d'ailleurs tous intéressants individuellement, mais qui ne font pas du sens collectivement. Et donc, c'est important. Donc, fournir l'information. Et d'ailleurs, je réponds aussi à une autre critique que faisait Florence. Nous n'avons pas l'obsession de la satisfaction dans la vie. Et d'ailleurs, nous mesurons 1000 autres choses. Et d'ailleurs, je suis passé un peu vite sur la diapositive. Je ne sais pas si on peut remonter mon diaporama, mais on pose des questions pour essayer de comprendre ce qu'il y a derrière la façon dont les Français peuvent répondre à cela. On fournit des informations, je vous les ai montrées, par centième de revenus. Donc on n'est pas en train de vous dire voilà comment on ajoute toutes ces femmes et ces hommes. On essaye quand même de les ajouter par centième, parce qu'on sait qu'au-delà, on n'a pas de qualité statistique qui vous permet de dire quoi que ce soit. Donc je voudrais que ce soit bien clair. Notre rôle, c'est de fournir de l'information, et le plus possible de la hiérarchiser un peu, en vous disant, si vous n'avez pas le temps, regardez plutôt ça, mais si vous cliquez, vous avez tout le détail des informations. Deuxièmement, en termes de politique publique, je pense que la critique qu'émet Florence était pertinente il y a une dizaine d'années, mais elle est beaucoup moins aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que personne n'a dit, ni Fabrice, ni moi, ni Mathieu, qu'on allait prendre la satisfaction dans la vie, additionner pour tous les Français ou tous les Européens ou tous les citoyens du monde, avec ses déterminants, et qu'on allait chercher à maximiser ça, quoi qu'il en coûte. Vous avez vu, d'ailleurs, je vous ai montré, par exemple, la désatisfaction qu'ont les Français quand ils subissent des pollutions dans l'environnement de votre logement. Et je vous ai dit que si je cumulais tout ça pour tous les Français qui sont concernés, ça fait 1,1% du PIB. Je ne pense pas du tout que l'enjeu de l'environnement, de la transition écologique, soit à ce niveau-là. Je dis simplement qu'ils sont déjà prêts à payer 20 ou 40 milliards par an, ce qui n'est pas rien. Mais l'objectif, et en tout cas, je crois que c'est un peu comme ça maintenant que les politiques économiques se forment, c'est qu'on dit on veut arriver à la neutralité carbone, on veut restaurer la qualité de la biodiversité et 90% des écosystèmes à horizon 2050. Ça, c'est des objectifs qui sont posés dans la société par ailleurs et qui s'imposent aux économistes. Et ensuite, notre rôle d'économiste, et donc nous de statisticiens, d'éclairer ce chemin-là, c'est de dire comment on y va et comment ça peut impacter les Français ou les citoyens du monde sur les chemins qu'on peut imaginer, les différents chemins qui sont les nôtres. Et donc on travaille à l'INSEE sur les inégalités. On va vous dire, par exemple, si la transition est totalement privée, les entreprises privées vont dire très bien, moi je sais faire de l'économie verte, mais ils vont augmenter les prix de telle ou telle manière. Et moi je sais vous dire, en tout cas je construis à l'INSEE des instruments pour vous dire,
les personnes qui sont dans telle ou telle situation vont faire face à telle hausse de prix et donc à telle baisse du pouvoir d'achat. Ce qu'on essaie de rajouter avec cette affaire de satisfaction dans la vie, et je sais aussi dire un peu, avec toutes les limites que j'ai posées, que ça peut conduire, par exemple, à assez peu de différence pour les plus aisés, mais avec un effondrement de la satisfaction dans la vie des plus modestes. Donc je crois que, en tout cas, notre état d'esprit, il est très clair. La société fixe des objectifs, les politiques, les citoyens et les économistes sont là pour les éclairer. Et nous, les statisticiens, on essaie d'enrichir les outils à disposition pour éclairer ce débat public. Et en l'occurrence, là, tout le travail qu'on mène sur le bien-être, c'est pour sortir au fond de dire il n'y aura que le PIB ou l'évolution de la richesse qui compterait. Voilà un peu ce que je souhaitais dire à la fois sur votre question, mais aussi pour animer le débat qui est le nôtre. Merci beaucoup. Je voudrais qu'on passe à des questions du public, à moins que vous vouliez répondre tout de suite. Mais ça va... Oui, bon, alors allez-y. Allez-y tous les deux. Bien sûr, bien sûr. Je comprends, mais il faudra quand même qu'on prenne ces questions ensuite. Très rapidement, jamais on a dit que le bien-être collectif, c'était la somme des bien-être individuels. Jamais la théorie du bien-être telle qu'elle est écrite dans l'économie ne fait cette hypothèse. Quand vous prenez la fonction de bien-être social d'Atkinson, Sen et Colm, le bien-être collectif est défini comme la somme des bien-être individuels moins une pénalité pour l'inégalité. Et c'est pour ça, en pratique, que l'on met en avant tous les indicateurs d'inégalité dans notre tableau de bord. C'est pour ça, dans notre indicateur agrégé de niveau de vie, qu'on rajoute une pénalité pour l'inégalité, parce qu'effectivement, on ne peut pas faire l'économie de refléter le niveau d'inégalité dans les pays. Une même moyenne avec des niveaux d'inégalité différents, ce n'est pas la même réalité. On est bien d'accord. Ce n'est pas la même réalité collective, ce n'est pas le même bien-être collectif. Sur les critiques que vous émettez, Florence, sur la rationalité limitée de la satisfaction envers la vie, on est tout à fait d'accord. Il y a des choses que il y a des questions auxquelles les gens ne peuvent pas répondre. Et on le voit dans les données, corréler l'espérance de vie avec la satisfaction envers la vie, c'est pas très solide, c'est pas très robuste. Il faut trouver d'autres techniques de monétisation. Un dernier point sur la valorisation de l'espérance de vie. Quand je disais qu'une année d'espérance de vie équivaut à 6% de revenus en termes de bien-être, il faut faire attention et c'est souvent sujet à incompréhension. Les gens pensent, en particulier les juristes, que ça soulève des problèmes éthiques. Non, absolument pas. Il n'y a pas de marché pour l'espérance de vie. Je ne peux pas vous vendre une année d'espérance de vie et vous demander 6% de mon revenu. La valeur d'une vie statistique, c'est 6%, ça reflète juste le prix d'une assurance vie qu'une collectivité est prête à payer pour sauver une vie au sein de sa collectivité. C'est le prix d'un instrument financier. Mais il n'y a pas de marché pour échanger des années de vie, de la santé, contre de l'argent. Il n'y a pas de problème éthique de ce point de vue-là. Bon, je me sens un peu seule, mais je suis très heureuse et très stimulée par tous ces commentaires et surtout par votre question, Marguerite. Alors, pour moi, toute économie est politique. Alors, comme ça, on met les bases. Toute économie est politique et il me semble que tout indicateur est toujours équipé de paradigmes, de manière de se représenter le monde, du bon, du bien, du désirable. Je l'ai beaucoup montré dans mes travaux autour du PIB et de la croissance économique. Je l'ai montré ces dernières années autour de la mesure de l'inflation. Les indicateurs macroéconomiques sont des conventions sociopolitiques et ils reflètent des valeurs à un moment du temps. Je vais vous donner un tout petit exemple sur le PIB. Quand en 1977, il a été décidé au niveau international d'ajouter les services publics à l'intérieur du périmètre du PIB,
il fallait qu'à l'époque, il y ait des gens qui pensent que les services publics produisaient une certaine forme de richesse. Bien sûr, dans les comptes nationaux, on nous dit que c'était pour des raisons de comparabilité internationale. Mais avant 1977, les services publics ne produisaient pas de richesse. Après 1977, ils en ont produit. Il y a bien eu une grande transformation dans les conventions des comptes et qui était à un moment, je pense qu'aujourd'hui, on ne pourrait plus le faire au demeurant, mais ça, c'est une supputation. Bon, voilà. En tout cas, il y a des conventions sociopolitiques et toute l'histoire des indicateurs macroéconomiques le montre. Et donc, l'important, c'est de les objectiver, ces paradigmes et ces représentations. Je pense que c'est la seule manière qu'on ait de s'en sortir pour essayer de comprendre, pas simplement dans la critique interne, mais aussi dans la critique externe, ce qui se passe. Après, je suis d'accord avec vous sur les indicateurs que Colm ou d'autres font, et surtout Atkinson, sont beaucoup plus nuancés. Mais quand on nous présente une moyenne de sa satisfaction de vie à 7,27 ou 7,2 ou 7,3, c'est bien là une moyenne arithmétique de l'ensemble des satisfactions de vie individuelles. Et donc cet indicateur qui est pris comme une moyenne agrégée, c'est bien la somme des satisfactions individuelles moyennisées. Et ensuite, moi je suis tout à fait d'accord avec vous, il ne faut pas confondre monétarisation et marchandisation. Moi je passe mon temps à insister sur ce point, et ce n'est pas parce qu'on utilise le langage de la monétarisation qu'on vient marchandiser quelque chose. Enfin, Marx a bien montré, pardon de le mobiliser, mais Marx a bien montré que la mise en marchandise nécessitait bien d'autres dispositifs institutionnels et sociotechniques que simplement utiliser le langage de la monnaie. Néanmoins, on a quand même, dans nos manières de nous représenter les choses, et en particulier à partir du moment où on vient agréger dans un même indicateur des choses très très différentes, il y a un effet de compensation dans l'esprit des gens. C'est-à-dire que puisque vous utilisez la même unité de compte, un petit peu en moins équivaut à un petit peu en plus. Ça ne veut pas dire qu'on marchandise, mais dans la manière de se représenter les choses, ça veut dire qu'un petit peu moins fait un peu plus. Et d'ailleurs, tous les indicateurs alternatifs du PIB qui utilisent la monétarisation sont confrontés à cette difficulté. Au premier rang de cela, l'épargne nette ajustée, l'Inclusive Wealth Index du PNUE et de la Banque mondiale, qui visent finalement à utiliser l'agrégat monétaire, y compris pour des choses qui n'ont pas de prix, et qui permet, et Jean-Marc Germain le sait parce qu'on en a déjà parlé hier, et qui permet par exemple de considérer qu'en monétarisant des choses non monétaires ou qui n'ont pas de prix, de considérer que la Chine est sur une trajectoire de très très forte soutenabilité parce que sa croissance économique compense un certain nombre de dégradations, que ce soit des dégradations sociales ou des dégradations écologiques. Et donc c'est vraiment l'exercice mental, cette espèce d'exercice de l'esprit qui consiste à utiliser comme manière univoque le langage de la monnaie qui est un puissant convecteur et mise en comparaison de tout qui me pose un problème. Et pour le coup, il est éthique. Et moi, je pense aussi qu'il y a toujours de l'éthique dans toute l'économie. De l'éthique et de la politique dans toute l'économie. On va prendre les questions du public. Il y en a une très simple que je vous destine, Fabrice Murtin et peut-être Mathieu Perrona. Y a-t-il des approches analogues à celles que vous avez développées, que vous avez montrées dans les démocraties occidentales, dans des pays comme la Russie, la Chine, l'Iran, et s'il y a des questionnaires sur le bien-être et le bonheur dans ces pays-là? C'est vrai qu'on aimerait qu'il y en ait. Il y a des enquêtes internationales, le Gallup World Poll, qui sont conduites dans l'ensemble des pays du monde. Et comme par hasard, les pays dictatoriaux sont ceux dans lesquels la moyenne de la satisfaction envers la vie est parmi les plus élevées. En tout cas, il y a un effet de points aberrants par rapport au niveau de développement dans ces pays. Je pense à l'Indonésie, la Chine, la Russie aussi. Donc, on se demande un peu comment l'échantillonnage des participants au sondage a été fait. Mais je ne connais pas les personnes de Gallup, alors je ne peux pas vous répondre. Non, mais c'est une réponse intéressante. Alors, il y a les auditeurs, le public est très intéressé par la question des effets pervers de la recherche de maximisation du bien-être, si tant est que vous recherchiez la maximisation du bien-être, notamment des effets pervers, des rebonds sur l'environnement. Il y a deux questions sur ce thème. La recherche du bien-être collectif pour le plus grand nombre ne risque-t-elle pas de causer un effondrement plus global? Est-il judicieux d'augmenter le bien-être jusqu'à l'infini? Et s'il est fortement corrélé aux revenus, est-ce que ça ne va pas impacter de manière négative les autres indicateurs, notamment le capital naturel? Ce qui me permet de vous poser cette question, dans quelle mesure, à un moment, le bien-être individuel vient contrecarrer des intérêts communs, vient contrecarrer
la préservation des communs, et notamment dans le cadre de la catastrophe climatique qui nous pend au nez. Voilà, ça sera peut-être presque la dernière question, puisque vous voudrez, je pense, tous répondre et que le temps nous presse. Alors du coup, très rapidement, un des résultats essentiels en fait de la littérature sur le bien-être subjectif et la satisfaction, c'est que au-delà d'un certain niveau de revenu, le point d'inflexion dans le graphique de Jean-Marc tout à l'heure, ce qui compte, c'est moins l'augmentation du revenu que l'augmentation de mon revenu par rapport à celui des autres. Je suis pas heureux d'avoir une grande télé, je suis heureux d'avoir une plus grande télé ou une plus grosse bagnole que celui d'à côté. Ce qui veut dire qu'en termes de transition écologique, on se retrouve sur ce qu'on appelle un tapis roulant hédonique. On court de plus vite pour rester sur place. Ce qui veut dire que ces approches justifient, donnent un fondement en tout cas économique assez fort, si justement on cherche la maximisation du bien-être en utilisant le moins de ressources possible, ce qui est quand même la base de l'économie, d'utiliser le moins de ressources possible pour un objectif donné, à essayer de ralentir ce tapis roulant et cette course à la consommation, ce qui justifierait un certain nombre de dispositifs de taxation, de limitation de la taille des véhicules, de taxation des plus hauts revenus et de changement, et là on est plus au niveau politique, des normes de comment habiter, comment vivre, pour essayer de se sortir de ce truc où on a juste le nez sur ce qu'est en train de faire le voisin et que tout ce qui nous intéresse c'est d'aller un peu plus vite que le voisin. Et on sait qu'on peut vivre autrement et sortir de ce tapis roulant, dans la mesure où il y en a aussi des expérimentations qui montrent que des dispositifs de réduction volontaire de la consommation, à partir du moment où on est conscient d'être sur ce tapis roulant, peuvent être réalisés sans perte de bien-être et avec des gains de bien-être. Et donc là, du coup, on voit qu'il y a une articulation qui n'est pas du tout évidente entre le choix individuel et le choix collectif. Oui, on peut avoir des choix individuels. Je vais acheter une grosse bagnole parce que mon voisin en a une, qui sont complètement délétères au niveau collectif en termes de revenus, et qui sont même délétères pour le voisin, puisque du coup, c'est lui qui n'est pas content que j'ai une plus grosse bagnole que lui. Jean-Marc Germain, sur cette question, la question climatique met-elle en opposition le bien-être individuel et les biens communs ? D'abord, je ne vais pas refaire le développement que j'ai fait, mais en tout cas, moi, je pense que le bien-être, avec ses déterminants, comme un outil mis à la disposition des politiques publiques, n'est pas, en tout cas, notre objectif n'est pas que ce soit un outil qui soit maximisé. Premier point. Et je l'ai dit tout à l'heure, il y a des objectifs qui peuvent être fixés, comme par exemple par le GIEC et puis les conférences internationales sur le climat qui s'imposent aux sociétés. Deuxième élément, la critique est utile, et d'ailleurs Florence critique depuis des décennies les travaux de l'INSEE, et les fait progresser. Je termine sur ce plan-là, parce qu'elle a tout à fait raison que, même avec les meilleures intentions du monde, derrière chaque construction d'un indicateur, il y a une représentation. Et donc, il est aussi de notre devoir, nous les statisticiens, mais aussi le monde universitaire, de décrire ces représentations, ces limites. Je dirais juste, jeter le bien-être avec l'eau du bain, c'est faire gagner le PIB à nouveau. Donc, il faut aussi avoir ça en tête. Donc, il y a des objectifs qui peuvent être fixés dans la société. Et le deuxième point, et Florence l'a dit un peu, mais j'insiste sur ce plan-là, je pense qu'on ne réussira pas la transition écologique si les représentations, et si au fond cette fonction de bien-être, elle ne change pas, et si elle n'intègre pas davantage l'aspect bien-être de vivre dans une société qui pollue moins, de se réveiller le matin sans bruit de voiture, avec des oiseaux qui gazouillent dans les rues. J'ai beaucoup entendu à Lyon que les Lyonnais n'étaient pas contents des travaux parce qu'il y a des pistes cyclables et qu'on circule bien moins en voiture. Eh bien, moi, je vous dis, avec 10 ans de recul à Paris, maintenant à Paris, il y a des oiseaux, il y a des moustiques, on circule bien en vélo, et on commence à circuler bien en voiture quand on n'a pas les moyens de circuler en vélo. Donc, pour les Lyonnais, soyez patients. Mais par contre, si vous êtes mécontent de ça, et si votre représentation, votre capacité à intégrer ce qui est positif pour l'écologie n'évolue pas, alors dans les votes que vous exprimez, il y a toute une partie de la théorie économique qui essaye de lier le vote avec les préférences qu'on peut avoir individuelles, alors la transition écologique sera perçue comme une régression et il y aura sans doute des réactions à cela. On voit par exemple, et je termine là-dessus, au niveau européen, il y a eu un formidable mouvement, notamment avec le pacte Fit to 55, de réglementation tous azimuts, d'augmentation de tout ce qui peut polluer, d'interdiction dans tous les sens. Eh bien, vous avez en ce moment une réaction très forte d'une partie
de la classe politique à l'ensemble des directives, où les gens se rendent compte de ce que ça veut dire, et se projettent plutôt dans une vie rêvée du monde d'hier et pas dans celle du monde de demain. Donc Florence l'a dit, mais j'insiste beaucoup, c'est aussi, et c'est pour ça qu'on ne peut pas maximiser de manière instantanée des préférences qui seraient issues de nos modèles les plus intelligents qui soient, avec les méthodes les plus sophistiquées qui soient, mais il faut aussi se projeter dans une évolution de ces préférences qui sera nécessaire, parce qu'il faut, pour ce qui concerne la transition écologique, qu'à la fin, comme on dit en politique, elles deviennent désirables, et comme on dit en économie, que les préférences soient modifiées. Fabrice Murtin, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ? Tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Jean-Marc. Je ne pense pas qu'il faille opposer le bien-être avec l'environnement. La qualité de l'environnement, c'est un des facteurs du bien-être individuel. S'il y a une catastrophe environnementale et qu'on est tous morts, il n'y a plus de bien-être par définition. Et on ne répondra plus au questionnaire de l'INSEE. Après, le problème fondamental, c'est... Il n'y aura plus d'inégalité, ça c'est sûr. Après, le problème fondamental, c'est la question du temps, c'est la perspective intergénérationnelle. Et c'est la rationalité limitée de chacun d'entre nous. On a cessé de parler de cette nécessaire modification des préférences individuelles pour prendre en compte le fait que nos enfants et nos petits-enfants vont avoir affaire à des dégâts environnementaux colossaux. Effectivement, il s'agit de ça, augmenter notre degré d'altruisme vis-à-vis des générations futures pour prendre les mesures qui s'imposent et enclencher la transition environnementale. Florence Janicatrice, il vous reste 2 minutes pour conclure. Oui, alors je vais prendre peut-être les choses un peu différemment. Moi, j'ai ce sentiment, mais c'est assez radical, hein, bien sûr, que nous n'avons plus le temps de nous intéresser vraiment au bien-être individuel, à vouloir le protéger, à attendre qu'il y ait des préférences individuelles qui bougent. Je pense que l'urgence est telle qu'il faut co-définir les besoins fondamentaux, comme le faisait Bruno Latour au moment du Covid. De quoi avons-nous vraiment besoin ? Qu'est-ce qui compte le plus ? Qu'est-ce que nous pouvons laisser de côté ? Parce que les urgences, en tout cas moi c'est mon point de vue, elles sont vraiment absolument abyssales. Définir les besoins fondamentaux, et l'économie pourrait être ça aussi, et les déployer dans le cadre des limites planétaires. Et évidemment, comme ces besoins fondamentaux ne sont pas ontologiques, il faut les co-construire. On peut attendre le vote individuel d'une démocratie individuelle et pleurer le jour où le pire arrivera à nos portes, ou bien monter partout où c'est possible de la démocratie délibérative, monter en intelligence collective, parce que je pense que quand on monte des dispositifs de démocratie participative, comme on a pu le faire, ou comme nous l'a montré la conférence citoyenne pour le climat, qui était quand même, comme le disait Giraud, un miracle démocratique, eh bien les gens, les individus, les citoyens, les experts sont capables de monter en intelligence collective et d'essayer de construire ce qui est le plus urgent de protéger. Et donc je pense que c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faudrait aller, mais évidemment on a beaucoup moins de moyens que toutes celles et ceux qui travaillent sur la mesure subjective du bonheur pour essayer d'explorer ces questions-là. Bon, c'est la fin de cette conférence et le début d'une guerre. Pas du tout, me dit-on. Merci beaucoup, Florence Janicatrice, Fabrice Murtin, Jean-Marc Germain, Mathieu Perrona. Merci à tout le public pour vos questions. Merci à vous.